quand j'écris sur le changement climatique et ses conséquences sociales, ce que je fais depuis maintenant 20 ans, ça m'oblige évidemment à m'intéresser à l'ensemble des changements sociaux, politiques, économiques, etc., que provoque ce changement climatique et puis donc le changement de société qui en découle forcément. Et je dirais que un exemple concret de transdisciplinarité, en fait, je l'ai vécu au laboratoire du LSCE à Gif-sur-Yvette, donc qui étudie le climat en général. Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, je crois que c'est ça l'acronyme. Où travaille toujours d'ailleurs Valérie Masson-Delmotte, que j'avais contactée pour un précédent ouvrage. Et donc, on était resté un peu en relation. Valérie Masson-Delmotte, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est paléoclimatologue et présidente de la section française du GIEC. Et donc, je lui avais soumis le scénario de semences. Ouais, c'était semences, ouais, c'est ça. J'avais soumis le scénario de semences parce que ça se passe en 2300, dans un avenir lointain. Et je voulais un peu son opinion en tant que spécialiste des climats lointains, on va dire, plutôt dans le passé, comment elle pouvait, je dirais, appréhender ma vision du climat en 2300. Et donc, plutôt que de me faire des commentaires, enfin, elle m'en avait fait quelques-uns, m'avait dit, mais si tu veux, viens au labo, je vais te présenter à mes collègues, tu vas leur exposer ton problème, et puis vous allez pouvoir en discuter entre spécialistes. Et donc, je m'attendais à rencontrer 2 ou 3 de ses collègues au mieux. Et en fait, tout ça s'est transformé en un mini-séminaire qui a duré presque une journée entière avec 20 scientifiques. Alors, spécialistes de l'océan, du climat, de l'atmosphère, des volcans, de la géologie, en tout domaine, qui se sont réunis là, qui ont passé donc presque une journée, malgré leur emploi du temps que j'imagine très chargé, à élucubrer sur ce que pouvait devenir la Terre en 2300. Et pour nombre d'entre eux, c'était la première fois qu'ils faisaient ça. En fait, ils étaient tous très spécialistes dans leur domaine, très pointus dans leurs connaissances, mais ce qu'on leur demande, c'est d'établir des faits, c'est des statistiques, c'est des théories appuyées sur des faits concrets, etc. C'est pas de délirer sur comment peut être la Terre en 2300. Ça, ils ont à la limite pas le droit dans le cadre de leur recherche, même s'ils ne peuvent pas s'empêcher d'y penser, forcément. Et là, je leur demandais de se lâcher. Donc, je me suis retrouvé avec 20 scientifiques qui ont disserté ensemble sur l'évolution de la planète en 2300. Et puis, bon, bah, moi, j'étais juste là, le candide, à être tout oui, à ouvrir de grands yeux et à prendre des notes frénétiquement. Et ce qui a contribué un peu au contexte de semences et d'alliances. À la richesse vivante. Voilà, donc là, c'était une pure expérience de transdisciplinarité vécue en direct, je dirais. En 2300, donc ça se passe en 2300, donc sur une planète fortement dégradée d'un point de vue climatique, écologique et biodiversité, quoi. La nature est devenue très pauvre et les humains sont devenus des animaux comme les autres, quoi. En fait, ne sont plus l'espèce dominante sur la planète, quoi. Enfin, du moins, ils ne dominent plus grand-chose. Ils sont réduits à l'état de tribus éparses, donc plus ou moins évoluées. Donc, ça peut aller presque des hommes des cavernes à quand même une cité qui essaie de remettre en route une centrale nucléaire. Donc, il y a divers stades d'évolution, mais il n'y a plus de communication parce qu'il n'y a plus de réseau et toute l'évolution, c'est local, quoi. Et donc, 150 ans plus tôt, les humains avaient, pour nourrir l'humanité, donc réussi par manipulation génétique sur lesquelles je ne m'étends pas, à cloner, donc à mélanger fourmis et termites pour avoir des fourmis plus grosses et donc plus riches en protéines, devenant une nourriture principale, quoi, de l'humanité. Mais il s'avère que cette manipulation génétique a rendu le résultat, les fourmis, donc non seulement plus grosses,
mais aussi plus intelligentes et plus organisées. Et puis évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Elles se sont échappées de l'élevage d'origine en Islande et elles ont colonisé le monde. Et donc, il s'est établi au fil des siècles qui ont suivi une espèce d'accord entre certaines tribus humaines et ces fourmis, une entraide mutuelle en fait, une espèce de symbiose. Quoi. Les fourmites aident les humains à trouver de l'eau et la nourriture, les humains protègent les fourmites des prédateurs ou les abritent dans leur logis, dans leurs cavernes, etc. Donc il y a une collaboration et donc il y a des gardiens ou des gardiennes des fourmites qui sont chargés d'assurer cette communication. Quoi. Alors, ce n'est pas exactement de la télépathie, parce qu'évidemment, les fourmites ne s'expriment pas avec des mots, ils n'ont pas de pensée humaine, elles ne pensent pas comme nous, c'est clair. Mais néanmoins, sur sur les éléments vitaux comme la faim, la soif, enfin, les sentiments La communs, peur. je dirais, à tout être vivant, il y a communication possible. Quoi. Et, euh, et donc voilà, il s'avère que bon, mes deux personnages, Laden et Nao, partent à la découverte du monde et d'autres communautés Civilisation. humaines et emmènent une cellule une mini communauté de fourmites avec elles, quoi, parce que, pour les aider quoi, au long du voyage. Et en fait, il s'avère que ces fourmites, ben, peu à peu, on découvre qu'elles ont d'autres desseins, d'autres buts, qu'elles ne s'en vont pas avec les humains là, à la découverte du monde par hasard, qu'elles ont une destination précise et bon, que j'explicite pas vraiment, disons que je laisse entendre en disant encore une fois que les fourmis ne pensent pas comme nous. Quoi. Donc, elles ne cherchent pas à dominer le monde, elles ne cherchent pas à être les rois du monde comme les humains, mais néanmoins, elles sont devenues l'espèce dominante et du fait de leur capacité télépathique latente, servent aussi de réseau de communication, je dirais, entre tous les animaux. Voilà, Et on voit bien il y a là. une forme de télépathie primaire, je dirais, au niveau du sentiment, du ressenti, entre les fourmites et tous les animaux dont les humains sont ou étaient exclus. Et là, grâce aux gardiennes des fourmites qui ont développé ce talent de communication, les humains entrent peu à peu dans le grand concert des êtres vivants, quoi. Euh, et se rendre compte qu'ils ne sont pas plus importants que les fourmites en question ou que des oiseaux, que de n'importe quel insecte. En fait, disons que je ramène l'humanité un peu au niveau qu'elle ne devrait jamais avoir quitté, c'est-à-dire celui d'être un animal comme les autres et pas un prédateur de tous les animaux de la planète. Ouais. Quoi. La science a besoin de l'imaginaire et je pense que c'est le rôle des écrivains de science-fiction d'apporter de l'imagination à la science.